Bonjour et merci d'être venu en dépit du mauvais temps. C'est un défi. Je rendrai la présentation aussi intéressante que je le puisse. Donc, voilà quelques données sur la question qui se trouve sur cette diapo. La francophonie, y a-t-il des langues partenaires? Et la réponse sera non. Mais il faut que je l'explique tout de même. Alors, le souci sur la vitalité du français se pose depuis plusieurs décennies, bien que les gens ont commencé à se faire plus de soucis depuis le début de 2000. On voit par exemple qu'en 1974, Louis-Jean Calvet a publié le livre « La linguistique et colonialisme, petit traité de glottophagie ». Et il y a un artiste qui a eu beaucoup d'imagination pour représenter ce qui se passe. C'est comme si le grand poisson avale le petit poisson. En 1987, Louis-Jean Calvet publie La guerre des langues. On a l'impression que les langues ont de l'agentivité et qu'elles peuvent entrer en guerre les unes contre les autres pour prévaloir ou coloniser les êtres humains, alors qu'on devrait penser des langues comme technologie au service des êtres humains. Et il y a Henry Hitchings qui, en 2011, aussi publie The Language Wars. Et on trouve cette métaphore dans beaucoup de publications, surtout de 2000 à 2010. Et j'ai écrit contre ça pour dire que les gens concevaient mal ce qui se passait en réalité. Alors, dans ce même contexte, il y a Joshua Fishman et Suzanne Romain et beaucoup de linguistes anglophones qui, au tournant du XXIe siècle, ont parlé de killer languages, que je pense traduit en français comme langue tueuse. Oui. Et donc, il y a le livre de Suzanne Romain avec Daniel Nettles qui s'intitule Vanishing Languages, Vanishing Voices, The Extinction of the World's Languages. Et là, la comparaison est surtout aux animaux qui ne peuvent pas partager le même écosystème et qui s'entretuent au profit des humains. Et ma position, que les choses ne se passent pas vraiment comme ça. Et en fait, les langues meurent plus facilement quand il n'y a pas de guerre, quand les gens s'entendent, et pas quand il y a une guerre où les gens commencent à protéger leur héritage d'une façon ou d'une autre. Avec la mondialisation des réseaux économiques, de la science et de la technologie, au-delà de la formation des empires coloniaux, l'anglais émerge graduellement comme la lingua franca mondiale suprême, avec près de 1,5 milliard de locuteurs ou locutrices, dont seulement 373 millions sont des locuteurs d'héritage. Un nombre modeste qui est modeste comparé au mandarin et au hindi qui ne sont pas alors des lingua franca. La différence ici, c'est que l'anglais a beaucoup de locuteurs qui ne sont pas des locuteurs d'héritage. Mais il y a des langues qui ont beaucoup plus de locuteurs que l'anglais, utilisé partout au monde. Le mandarin a plus d'1 milliard de locuteurs, le hindi a près d'1 milliard de locuteurs, mais à la différence que les locuteurs sont surtout des locuteurs d'héritage et que ces langues-là ne fonctionnent pas comme des lingua franca mondiales. Et le français n'a que 280 millions de locutrices au monde, dont seulement 80 millions sont des locuteurs d'héritage
et moins que l'espagnol, okay, qui a 475 millions, mais ne compte pas comme langue globale. Et là, nous apprenons à faire une différence entre une langue mondiale et une langue globale. Et ce dont je vais parler, c'est surtout les langues globales et pas les langues mondiales. Et on doit faire attention à l'importance démographique de l'anglais et du français qui dépend du nombre de locuteurs ou locutrices qui ne les parlent pas comme langue d'héritage. La croissance exponentielle de l'anglais n'est pas due exclusivement au succès de l'entreprise coloniale britannique et de la formation de l'Empire. Elle doit beaucoup à l'émergence des États-Unis, qui a émergé comme une superpuissance militaire et économique depuis à peu près le début du XXe siècle. Et on le doit aussi à la croissance des États-Unis en tant que le plus grand acheteur sur le marché mondial, ainsi que comme leader mondial dans les sciences et la technologie. Et de plus en plus, on voit des gens qui viennent d'ailleurs aux États-Unis pour faire un postdoc. Un postdoc est devenu une industrie très populaire dans les universités américaines. Et ce sont les gens qui ont intérêt à apprendre la langue de la science telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis. Un principe simple, vous voyagez à un pays étranger, le moins que vous puissiez faire, c'est apprendre la langue du pays hôte. Bien que la France soit une puissance mondiale non négligeable sur le marché économique mondial et même scientifique, elle ne cesse de s'appuyer sur la dite supériorité de sa culture et la beauté de sa langue. Et ça, c'est quelque chose qui marche contre le français parce qu'il y a une certaine attitude de réserve. Pourquoi est-ce que la langue qu'on nous emmène chez nous doit être considérée supérieure à la nôtre? Pourquoi une culture étrangère doit être considérée supérieure à la nôtre? Et cela n'arrange pas très bien le français. En fait, quand on étudie l'histoire du monde, on constate aussi que jusqu'au XVIIIe siècle, le portugais était la vraie langue mondiale au monde et pas le français. Le français était une langue d'élite dans les aristocraties de l'Europe, mais pas vraiment une langue mondiale, de la même façon que l'anglais est devenu une langue mondiale. Cependant, l'expansion du français en Afrique dépend en grande partie du développement économique des pays membres de l'OIF. J'ai essayé de l'expliquer dans un des cours suivants. C'est qu'une des raisons pour lesquelles le français n'acquiert pas, ne gagne pas de plus en plus de locuteurs ou locutrices en Afrique, c'est que la nécessité pour utiliser la langue n'est pas créée. La nécessité n'est pas créée parce que le secteur de l'économie qui exige qu'on parle français ne se développe pas. Il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et pour le marché des ouvriers, les ouvriers fonctionnent dans les langues autochtones et donc ce n'est pas besoin d'utiliser le français. Et si quelqu'un a terminé l'école secondaire et a appris le français et ne trouve pas du travail, qu'est-ce que la personne va faire? Elle retourne dans son milieu social où c'est la langue autochtone qui est parlée. Et en ce moment, on peut aussi voir que la langue, c'est un peu comme un outil en fer qui se rouille quand on ne l'utilise pas. Et petit à petit, on ne s'en sert pas. Et donc, il n'y a pas beaucoup de locuteurs. Si on met les choses en perspective, ça fait près de 60 ans que les écoles en Afrique utilisent le français, c'est-à-dire les écoles dans l'Afrique francophone, dite francophone, utilisent le français comme langue d'enseignement. Et quand on voit la proportion des gens qui parlent français en Afrique, on se demande si on n'a pas mal investi le temps, si on n'a pas mal investi l'effort, si on n'a pas mal investi l'argent, parce que c'est pas tellement, ça ne profite pas.
Donc ici, question de l'économie, le marché, pourquoi les États-Unis, c'est important, regardez le volume de commerce entre les États-Unis et l'Union européenne. L'Union européenne, c'est beaucoup de pays, mais les États-Unis, c'est un seul pays. Et si les États-Unis refusaient d'acheter les produits de l'Union européenne, l'économie de l'Europe européenne souffrait d'attrition. Et pour l'Europe européenne, pour vendre les produits aux États-Unis, il faut utiliser la langue de l'acheteur. Et on pense souvent que les Américains sont paresseux et n'apprennent pas les autres langues en observant les industries américaines. Les exécutifs apprennent les langues étrangères pour des raisons très importantes. Et si on va négocier des choses autour de la table, il est important de connaître la langue de l'autre partie. Parce qu'au moment où on se tourne et on se passe des commentaires dans la langue autochtone, on est désavantagé si on ne comprend pas cette langue. On se fait des soucis, on pense que les intellectuels américains ne s'intéressent pas à apprendre les langues étrangères. À ma connaissance, les intellectuels, les chercheurs les plus proéminents aux États-Unis sont multilingues. Ils vous surprendraient, vous pouvez les engager dans une conversation en français ou en allemand et ils se débrouillent assez bien. Mais c'est question de marché. Quel est le marché qui attire et dont on apprendrait les langues? Et les États-Unis se sont positionnés depuis le début du XXe siècle et surtout après la Deuxième Guerre mondiale dans une position où tout le monde est plus ou moins otage du succès de l'économie américaine. Même la Chine dépend beaucoup du commerce avec les États-Unis et le Japon et ainsi de suite. Okay. Donc c'est un marché assez complexe dont la langue de l'acheteur joue un rôle très important dans la diffusion des langues. Mais on va voir si ce principe s'applique tout le temps. Grâce au nombre de ses locuteurs et locutrices, le chinois a un immense pouvoir d'achat. Mais il est important seulement dans l'univers cinétique. Le chinois n'a pas le luxe de fonctionner comme une lingua franca en dehors de la Chine, Hong Kong, Taïwan. Et les Chinois de la diaspora parlent des langues des pays hôtes. Vous seriez surpris d'entendre un Chinois parler chinois à Paris, à moins que le Chinois soit touriste ou la Chinoise soit touriste. Les Chinois qui se sont installés, la plupart d'eux, surtout ceux qui sont nés en dehors de la Chine, ne parlent pas chinois. Pour 10 Américains, Canadiens, Britanniques ou Australiens qui apprennent le mandarin, il y a probablement une centaine de Chinois qui apprennent l'anglais. Et donc, les gens qui ont peur de l'impérialisme langagier ou linguistique américain, ce n'est pas les Américains en fait qui imposent l'anglais, c'est la dynamique du marché qui diffuse l'anglais, parce qu'on a besoin d'interagir avec, de garder de bons rapports avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. La Chine et l'Inde contribuent à l'expansion de l'anglais comme lingua franca mondiale suprême. C'est ce qu'on ne doit pas négliger. Pourquoi? Je reviendrai à ça dans quelques minutes. Donc, je vais parler de l'espagnol d'abord. L'espagnol est parlé dans plusieurs pays, mais surtout comme langue vernaculaire et avec un pouvoir d'achat modeste. Ça signifie qu'avec un pouvoir d'achat modeste, il y a peu de gens qui veulent faire le commerce avec les États de l'Amérique latine. Ce n'est pas qu'on ne fait pas de commerce, mais le volume du commerce est bien faible par rapport au volume du commerce avec les États-Unis, okay, et la Grande-Bretagne. Donc, le succès colonial de l'Espagne ne suffit pas à faire de l'espagnol une lingua franca mondiale importante.
tout comme le déclin de l'économie du Portugal a affaibli l'importance du portugais. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le Portugal a perdu beaucoup de ses colonies qui ont été conquises par les Hollandais d'abord, et puis les Britanniques, et puis les Français. Et donc, le portugais a perdu sa capacité d'être une langue, une lingua franca mondiale importante. Avec l'économie du Brésil, il y a quelque chose qui vient aider le portugais, mais c'est surtout pour le marché, pour le commerce avec l'Union européenne et pas avec le reste du monde. Les linguistes ont eu tort de parler de la mort imminente des langues comme si le processus n'avait pas d'antécédent dans l'histoire de l'humanité. Or, si on examine l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de superposition des régimes coloniaux. C'est une histoire de plusieurs rencontres entre les populations. Et on ne sait pas combien de langues sont mortes par rapport aux langues qui sont parlées aujourd'hui. Et ça, c'est une histoire qu'on doit examiner. Mais seulement quand on regarde les choses de plus près, on doit faire attention à l'histoire que l'on connaît. Disons, l'expansion du latin nous révèle autre chose, tout comme celle de l'anglais dans les îles britanniques. Ce qu'il se passe, il y a des choses vraiment qu'on doit expliquer. Parce que toute expansion impériale ne conduit pas à mettre les langues autochtones en danger. La Méditerranée a fonctionné comme une autoroute de commerce depuis trop longtemps, depuis le temps des Phéniciens, sauf pour une langue qui est née près de Carthage. Je ne pense pas que les Phéniciens aient mis des langues autochtones en danger. Et puis après, c'était les Grecs qui ont utilisé et élargi les routes qu'utilisaient les Phéniciens. Mais seulement, on ne sait pas, il n'y a pas une famille de langues helléniques qui a vraiment émergé. Tandis qu'avec le latin, il y a quelque chose de très important qui arrive. Dans l'Empire de l'Ouest, il y a les langues celtiques et autres qui sont mises en danger à cause de l'expansion du latin. Et pourtant, dans l'Empire de l'Est, qui a duré à peu près 1000 ans de plus que l'Empire romain et l'Empire de l'Ouest, il n'y a pas de langue romane, sauf dans quelques pochettes de l'Europe centrale et australe. Et puis, là, on doit pouvoir comprendre pourquoi le latin, dans l'Empire de l'Ouest, dans l'Empire occidental, a commencé à avoir un effet sur la population au point où, petit à petit, la population allait abandonner, chaque population dans chaque région allait abandonner leur langue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps, l'Angleterre qui se trouve dans la même zone n'a pas perdu les langues autochtones sous l'influence du latin. Ce sera sous l'influence des langues germaniques que les langues celtiques en Angleterre vont disparaître. Okay. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Gaule, par exemple, a été colonisée par les peuples germaniques. Okay. Et le francique que les peuples germaniques ont amené n'a pas déplacé les variétés néo-latines qui émergeaient. Donc il y a des dynamiques d'interaction auxquelles on doit faire attention pour comprendre pourquoi certaines langues se retrouvent en danger et d'autres langues ne se retrouvent pas en danger. Une chose que j'ai mise en valeur dans un de mes cours précédents, c'est que les Romains, en fait, utilisaient tout le monde comme
redevable à Rome, comme servant Rome, et pas autre chose. Et les gens dans les provinces avaient droit à participer dans la politique impériale romaine. Et on voit des sénateurs qui viennent des provinces et on voit même des empereurs qui émergent des provinces. Ça, c'est un type de colonisation dont je n'ai pas d'autres exemples dans l'histoire du monde. Mais cela a permis au latin, en fait, de se répandre beaucoup plus après la chute de l'Empire romain que pendant l'Empire romain. Parce que pendant l'Empire romain, c'était une classe élite qui utilisait le latin et qui était romanisée. Il y avait des marchands qui utilisaient le latin vulgaire et le latin vulgaire est devenu le vernaculaire des centres urbains naissants. Et en fait, l'histoire est très intéressante ici parce que c'est le latin vulgaire qui se répand et qui deviendra le français, l'espagnol, l'italien, autre chose. Alors que le latin classique, qui est parlé, utilisé, je ne sais pas à quel point il est parlé, mais qui est écrit est utilisé au moins par le médium de l'écriture, va jusqu'au XVIIIe siècle et disparaît. Et puis survécu à peine dans le latin ecclésiastique qui serait parlé à Rome. Je pense qu'à Rome, de plus en plus, les gens préfèrent parler l'italien ou l'anglais au Vatican plutôt que le latin. Donc les choses changent. Et même l'expansion bantoue de l'Afrique et celle du chinois en Chine illustrent aussi des choses intéressantes sur les contacts de langues. Dans le cas des Bantous, il y a à peu près 4000 ans ou 5000 ans, les populations bantoues ont commencé à se disperser sous les contraintes imposées par l'écologie naturelle, d'abord autour de la forêt tropicale, équatoriale, et puis on pénètre à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur contact avec les Pygmées ont conduit les langues des Pygmées à disparaître. Et le contact avec les langues Khoi et San a aussi conduit la plus grande partie des langues Khoi et San à disparaître. Il n'y a que quelques endroits dans cette région où les langues Khoi-San sont encore parlées. Alors, dans le cas des Pygmées, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais dans le cas des Khoisan, il y a eu des mariages avec les populations Khoisan. Les hommes bantous pouvaient marier des femmes Khoisan, mais pas l'inverse. Et petit à petit, les langues Khoisan ont disparu par ce genre d'assimilation. Okay. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en Amérique latine, où les Espagnols ont épousé des femmes autochtones pour créer une nouvelle catégorie d'êtres humains appelés créoles. Et c'est ainsi que quand on voyage en Amérique latine, on est surpris si on voit un grand pourcentage de populations vraiment autochtones amérindiennes et qui parlent encore leur langue. Dans la plupart des pays, c'est la moyenne de 4 à 5%. Et on serait surpris de voir un nombre qui va jusqu'à 10 ou 12% dans ces pays-là. Et les Chinois, ils avaient commencé leur colonisation beaucoup plus tôt parce que la population sinétique est venue du nord et cette population est entrée en contact avec beaucoup d'autres populations, y compris les Mandchous, qui sont maintenant assimilés, les Mongols, qui ont colonisé les Chinois, mais que les Chinois, à leur tour, ont recolonisé. Et puis, ils se sont répandus. Et là, il y a des dates. Dans la préhistoire, ce sont les flèches les plus foncées de l'expansion chinoise. Et puis, il y a eu des migrations de 200 à 12 000 ans de notre ère. Et puis, plus récemment, on voit des migrations. C'est ainsi que la carte de la Chine, si on la voit, ce n'est pas continué à la côte. De la côte, cela s'est répandu vers l'ouest. Ça me rappelle un peu l'expansion des Européens en Amérique du Nord en commençant à la côte et avançant petit à petit vers le Pacifique. Et l'histoire de l'Angleterre est plus ou moins la même chose avec les Germaniques avançant de la côte et du sud et de plus en plus
les Germaniques finissent par coloniser les îles britanniques. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est cette carte, toutes les cartes ici sont les miennes, cette carte que j'ai fait dessiner, parce qu'en suivant l'histoire de l'Europe au cours des 2 derniers millénaires, on a l'impression que, par exemple, l'invasion des Germaniques est venue du nord pour attaquer l'Empire romain. Et c'est comme si, en assumant que c'est l'Anatolie qui est le point de départ des populations indo-européennes, les Germaniques sont allés au nord d'abord et sont redescendus. C'est très intéressant. Et ce qu'on voit aussi, c'est que presque partout en Europe, les populations celtiques avaient précédé toutes les autres populations indo-européennes. Mais on a de la peine à trouver des langues celtiques qui sont encore parlées en Europe continentale, bien qu'on puisse parler du breton, qui est en train d'être revitalisé, ou qu'on essaie de revitaliser. Et dans les îles britanniques, il y a juste un petit nombre de langues qui sont aussi en danger quand on met les choses en perspective. Et ce qui se passe, c'est que je pense que les Indo-Européens n'ont pas tué les locuteurs des langues qui précédaient les Indo-Européens, ils se sont assimilés. Et alors, les gens qui ont beaucoup plus de pouvoir finissent par assimiler les autres et on apprend leur langue et ainsi de suite. Mais il y a des choses très intéressantes qui se sont passées dans l'histoire des langues, de la vitalité des langues que nous devrions pouvoir expliquer. On ne peut le faire que si on fait une étude approfondie. Moi, je suis en train d'effleurer le terrain, mais on ne peut le faire que si on suit attentivement l'histoire et qu'on fait attention aux activités économiques des personnes qui ont vécu dans ces territoires, les dynamiques politiques et économiques, et on finit par avoir une meilleure idée des choses. Et bien sûr, en Chine, il y a une politique d'assimilation culturelle très forte. Ce qui se passe en Chine, par exemple, quelqu'un, dans l'intérêt de la diversité, quelqu'un peut aller à l'école et jusqu'à l'université dans une langue autre que le mandarin. Mais alors, si on a suivi ce parcours, on se retrouve plus ou moins dans la même situation que les Africains. Vous avez votre langue autochtone, mais vous voulez avancer dans le système politique et économique. Vous ne pouvez pas le faire seulement dans votre langue autochtone. Vous avez besoin du mandarin. Et comme on est désavantagé, les gens cherchent à apprendre le mandarin le plus possible. C'est comme ça que le mandarin s'est répandu très rapidement en Chine. Et on le désigne d'ailleurs par le nom Putonghua, qui signifie langue commune, une lingua franca. Et cela me rappelle aussi ce qui est arrivé aux Européens continentaux en Amérique du Nord, surtout par rapport à l'anglais, parce que les économies des nations européennes avant, jusqu'au début du XXe siècle, perdaient leur pouvoir économique, devenaient de plus en plus faibles par rapport à l'économie anglo. Et la solution, c'était d'apprendre l'anglais, de fonctionner dans l'économie anglo. Entre-temps, on rend l'économie anglo de plus en plus forte et la pression pour utiliser l'anglais devient de plus en plus forte. Et ça, c'est très intéressant parce que dans la Constitution américaine, rien ne dit que l'anglais est une langue officielle. C'est seulement à cause des dynamiques économiques et politiques que l'anglais est devenu la langue des États-Unis et du Canada. Okay. La diffusion des langues est évidemment la conséquence des mouvements des populations et des contacts qu'ils engendrent. L'une des conséquences des contacts de langue à travers les interactions entre locuteurs et locutrices est le changement de langue.
language shift. Et pour moi, le changement de langue se produit quand il y a de moins en moins d'occasions pour utiliser sa langue d'héritage. Okay. Par exemple, je vis aux États-Unis depuis plus de 40 ans. Et pendant tout ce temps-là, j'ai à peine rencontré des gens qui parlent Kiansi, ma langue ethnique. Donc, à chaque fois que je rentre au Congo, il faut que je réapprenne le Kiansi d'une certaine façon parce que je n'ai pas eu d'occasion pour pratiquer la langue. Okay. Et alors que mon frère, qui est venu à Paris une fois, il ne parlait pas Kiansi quand on grandissait, mais il avait développé une compétence passive. Une fois arrivé en France, il a rencontré des gens de la même région et tout d'un coup, il a commencé à parler Kiansi. Okay. Donc, ce sont des circonstances que je décris comme facteurs écologiques. On doit faire attention à tous ces facteurs. Et les causes des changements sont généralement d'ordre utilitaire. On apprend une langue parce qu'on en a besoin. Quelqu'un apprend l'anglais parce que il ou elle est intéressé à la science ou à la technologie qui est bien décrite en anglais plutôt que dans une autre langue, ou parce que les professeurs les plus compétents dans la discipline sont anglophones et il faut bien apprendre l'anglais pour interagir avec eux ou elles. Ou on apprend la langue parce que le marché du travail est trop limité dans sa propre langue et il faut bien que l'on immigre dans l'autre partie de la population générale et on apprend la langue de l'économie et comme ça on peut trouver du travail, on peut améliorer ses conditions. Il y a des cas d'exogamie où en principe les gens préfèrent épouser une femme qui parle une autre langue. C'est une pratique assez commune en Amérique latine et donc la femme devient locutrice de la langue du mari et les enfants apprennent la langue du mari. C'est à peine si les enfants apprennent la langue de la mère. Et petit à petit, il y a des langues qui disparaissent sans vraiment... on n'a pas besoin d'invoquer l'espagnol ou le portugais pour expliquer pourquoi cette langue-là a disparu. Et puis, le cas du français au Québec, en Louisiane, et à Trinidad nous montre que le prestige d'une langue n'est pas un facteur crucial dans la plupart des cas. Or, la littérature invoque toujours le prestige de la langue coloniale. Ce qu'on voit au Québec, c'est le besoin de survivre économiquement, d'avoir de meilleurs salaires et de fonctionner dans l'économie industrielle au lieu de rester dans l'économie rurale, qui a amené beaucoup de francophones à parler anglais. En Louisiane, le français a duré assez longtemps parce que les francophones étaient isolés, la plupart des francophones étaient isolés dans les bayous, ne participaient pas vraiment à la culture anglo, alors que la guerre mondiale a amené beaucoup de jeunes francophones louisianais à s'enrôler dans l'armée. Et la langue de l'armée américaine est l'anglais, et là ils sont devenus anglophones. Et pendant les contacts avec d'autres Américains pendant la guerre, ils se sont rendus compte qu'il y avait une autre vie en anglais qui était plus intéressante. Et ils ont quitté le milieu rural et sont allés en ville pour apprendre l'anglais. Donc le français a souffert d'attrition démographique. Et il y a le pétrole qui a été découvert pendant les années 1950-1960 et l'industrie du pétrole dans les bayous a amené un système économique qui fonctionne en anglais. Donc, les francophones s'intéressent à l'anglais. C'est comme ça que le français est devenu moribond. Et la raison ici n'est pas tellement le prestige de la langue, parce que la langue française a son prestige culturel. On ne peut pas négliger ça, selon la littérature. Mais ce sont des raisons pratiques qui amènent les gens à faire des changements comme ça. Et ce qui est intéressant
à Trinidad, c'est que les francophones, qui sont en fait des créolophones français, ont changé de langue après que la France ait perdu la colonie de Trinidad. Et s'il était question de prestige, les gens auraient appris l'anglais et pas le créole. Or, les créolophones ont appris le créole anglais plutôt que l'anglais. Okay? Parce que c'est la langue qui leur est la plus utile, qui leur était la plus utile. Les travaux manuels du col bleu fonctionnent en créole, et donc c'est la langue qu'il fallait acquérir. Quand on a amené des engagés de l'Inde à Trinidad, venus d'un pays anglophone, mais les ouvriers qu'on a amenés de l'Inde n'étaient pas des locuteurs de l'anglais. Ils arrivent à Trinidad, ils avaient un choix, ou bien apprendre la langue qui est la plus puissante, l'anglais, ou apprendre le créole anglais. Ils ont fait un choix pour le créole anglais. J'ai fait un choix, on n'a pas vraiment beaucoup de choix, on se trouve dans des conditions où, pour survivre, il faut essayer de parler. Alors, les gens avec lesquels les engagés de l'Inde interagissaient le plus étaient des créolophones. Et ils ont appris le créole plutôt que l'anglais. Donc les raisons des changements sont vraiment individuelles et la généralisation au niveau des populations est progressive. Ce qui se passe, je vois Moufouen en train de parler anglais, il gagne bien sa vie. Il y a quelqu'un qui dit, mais je vais faire comme Moufouen, je vais apprendre l'anglais aussi, peut-être que j'aurai les mêmes chances, et ainsi de suite. Et il y a de plus en plus de gens qui s'investissent en ça. Ou si on est aux États-Unis, Moufouen parle français, c'est comme ça qu'on l'invite en France, et il y va souvent. Je veux découvrir, je veux avoir les mêmes chances. À part d'être un bon intellectuel, il faut aussi que je m'engage, j'apprenne l'autre langue, peut-être que j'aurai les mêmes. Et c'est ainsi que les choses se passent. Et quand je vous parlais tout à l'heure des intellectuels américains les plus éminents qui apprennent des langues européennes, étrangères, ou même le chinois, les japonais, il y a des gens qui suivent ce modèle parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on peut acquérir une renommée mondiale et ainsi de suite. Donc, un bon intellectuel a tout intérêt à parler plus que sa propre langue. Okay. Alors, il y a des cas où l'apprentissage d'une langue autre ne met pas le vernaculaire du locuteur ou de la locutrice en danger, quelle que soit son importance. Ça, c'est le cas de la diffusion du français en Europe continentale, en dépit des publications telles que... Ça, il y a une faute grave ici. C'est le cas de l'anglais en Europe continentale, en dépit des publications telles que English Only Europe. Robert Phillipson dit... On utilise tellement l'anglais dans l'OTAN, dans l'Union européenne et tout cela. Donc, l'Union européenne va devenir un territoire anglophone. Or, l'anglais est utilisé comme langue de travail. Et seulement pour une certaine couche des administrateurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas en anglais. Okay. On voit aussi en Europe des compagnies internationales dont le secteur exécutif utilise l'anglais, mais le reste de la compagnie fonctionne en français. D'abord parce que c'est plus productif de communiquer aux ouvriers dans la langue qu'ils comprennent bien. Question de raisons pratiques. Parce que aussi le marché local est en français, il faut bien confondre que l'industrie fonctionne en français aussi. Donc on a confondu les choses. C'est comme si quand il y a une couche supérieure qui fonctionne en une langue étrangère, tout le monde dans le pays doit parler cette langue de l'élite sociale et ce n'est pas le cas. Et j'ai eu des discussions avec Claude Agès au sujet de ce livre parce que je me suis dit ce n'est pas tout à fait la réalité que j'observe en France. Il y a quelque chose de drôle dans le titre des livres tels que
combat pour le français ou contre la pensée unique, parce que les exécutifs des compagnies américaines, d'abord, ils emploient quelqu'un qui parle bien une langue locale, à part le fait de devoir parler anglais aussi pour une meilleure communication. Tout comme, parce que le grand patron qui se trouve aux États-Unis ou en Angleterre n'ont pas assez de temps pour apprendre toutes les langues de l'Europe, l'allemand, le français, le portugais, l'espagnol. Ce qui se passe, c'est que dans chaque pays, il y a quelqu'un qui connaît bien la langue locale, mais qui doit connaître l'anglais aussi pour faire l'interface avec les États-Unis et tout ça. Et donc, il n'y a pas de danger qu'il se développe une culture unique, okay, ou une pensée unique. Et moi, un des exemples que j'emploie le plus, je vais à un hôtel Hilton. L'hôtel Hilton, les chambres de l'hôtel Hilton à Paris ne sont pas comme les chambres de l'hôtel Hilton aux États-Unis. Les chambres de l'hôtel Hilton au Japon ou en Chine ne sont pas comme les chambres de Hilton aux États-Unis. Il y a beaucoup de ressemblances, etc. Et l'anglais qu'on utilise avec moi dans ces hôtels en dehors des États-Unis n'est pas tout à fait le même anglais. La nourriture que je mange n'est pas tout à fait la même chose. Et si vous avez mangé la cuisine chinoise en Chine, vous n'aimeriez pas manger la cuisine chinoise en France. Parce que c'est adapté au goût, au palais français. Et ça, ce sont des choses, des détails auxquels nous ne faisons pas beaucoup attention. Les langues en contact n'ont pas les mêmes domaines d'usage. Donc, si le domaine d'usage du français est surtout vernaculaire et que le domaine d'usage de l'anglais est véhiculaire, lingua franca, il n'y a pas de compétition. Il y a une division, une complémentarité dans les domaines des langues qui sont en usage, et donc le français reste sain et sauf en France, en dépit de l'expansion de l'anglais comme langue véhicule et comme lingua franca internationale. Et bien sûr, il est évident que le français est désavantagé dans certains domaines, mais ceci ne concerne pas son usage vernaculaire. Okay, donc, dans l'Union européenne, le français est désavantagé par rapport à l'anglais, mais cela n'a pas de répercussions sur l'usage vernaculaire du français en France et en Belgique. Okay. Ou en Suisse. L'Afrique francophone, en Afrique francophone, l'anglais s'apprend pour un marché économique et intellectuel qui complète celui du français et qui ne met pas le français en danger. Bien que le français et l'anglais y partagent le statut de lingua franca, pour la plupart des individus, la connaissance de deux langues n'entraîne aucune compétition entre les langues, parce qu'il y a certains services où on a besoin de l'anglais, il y a d'autres services où on n'a pas besoin de l'anglais, mais on a besoin du français parce qu'on ne peut pas utiliser les langues autochtones dans ces domaines. Il est simplement question des avantages qu'un locuteur ou une locutrice peut tirer de l'usage de l'une ou l'autre langue. S'il y avait menace, les vernaculaires autochtones, enfin, s'il y avait des menaces pour les vernaculaires autochtones, elles viendraient tout autant du français que de l'anglais. Un caméléon n'est pas moins dangereux parce qu'il change de couleur. Ça, c'est notre point de vue. Okay. À ce jour, il n'est pas évident que les langues autochtones africaines soient menacées par soit l'anglais ou le français, parce que les domaines d'usage de ces langues des colonisateurs ou de ces langues impériales ne sont pas les mêmes que les domaines d'usage des langues autochtones. Et donc, les langues autochtones, même s'ils se retrouvent en danger, le danger ne vient pas de l'anglais ou du français ou du portugais. Ça vient d'autres langues autochtones, par exemple dans les cas de désastres naturels, où une petite population ne peut pas survivre, et alors immigre vers une autre communauté
et va parler la langue de cette communauté. Et quand on est bien intégré dans cette communauté, on oublie sa langue d'héritage. Okay? Et quelque chose qui devrait nous intéresser, ce sont les cas des réfugiés. Qu'est-ce qui arrive à leur langue, surtout si une grande partie de la population quitte le territoire pour aller chercher refuge ailleurs. Et le français serait-il menacé en Afrique francophone? Peut-être dans sa capacité comme langue impériale. Mais comme je dis, ça c'est seulement peut-être, puisque les domaines dans lesquels les gens veulent utiliser l'anglais ne sont pas nécessairement ceux pour le français. Cela n'est pas évident en dehors de l'Afrique du Nord, mais le danger vient de l'arabe plutôt que de l'anglais. Mais je pense que quand on est dans l'OIF, on pense que c'est l'anglais qui se répand et qui va prendre la place du français, alors que les Arabes au nord, les arabophones au nord, veulent bien une langue officielle qui est la leur et qui n'est pas une langue étrangère. Le cas récent du Rwanda pourrait être comparable à celui de l'île Maurice. L'île Maurice est devenue une colonie britannique au XIXe siècle et l'anglais est devenu la langue officielle et le créole est resté, le créole français est resté la langue nationale réclamée par tout le monde. Et l'élite, une grande partie de l'élite mauricienne fonctionne en français. Et pendant mes brèves visites à l'île Maurice, j'ai constaté que dans beaucoup de cas, les Mauriciens parlaient français plus couramment que l'anglais. Okay. Et ça pourrait être la même chose au Rwanda. Je lisais un article hier soir avant d'aller au lit, dont maintenant le Rwanda semble avoir le Kinyarwanda comme langue officielle, l'anglais comme langue officielle et le français aussi comme langue officielle, je ne sais pas. Mais la secrétaire générale d'OIF est rwandaise, vous le savez bien. Okay. Donc, ce sont des cas assez ambigus. Et maintenant, les langues partenaires pourraient-elles aider le français à maintenir ou à accroître son statut impérial? Mais les langues n'ont pas d'agentivité. Elles sont des outils ou technologies de communication au service de leurs locuteurs ou locutrices. Les partenaires dans l'OIF sont alors des États et leurs citoyens, citoyennes, mais pas les langues, parce que les langues ne peuvent rien faire. On ne peut pas avoir une langue sans des êtres humains qui l'utilisent. Mais comment les locuteurs ou locutrices peuvent-ils ou elles intervenir au secours du français comme langue impériale? Certainement pas en abandonnant les langues autochtones pour le français. C'est ce que nous ne voulons pas, surtout si l'OIF promeut aussi la diversité linguistique et culturelle. Certainement pas en refusant d'apprendre l'anglais parce que ce serait injuste. Il y a de plus en plus de Français en France qui apprennent l'anglais. Les Africains pourraient faire tout autant. En fait, pour nous, le plus de langues on connaît, plus de capital on a au niveau social. Non, pour l'OIF, on devrait utiliser le français davantage dans les institutions internationales. C'est très bien, mais c'est curieux que l'OIF n'encourage pas le développement de l'économie formelle pour plus d'usage du français en Afrique. L'OIF n'a pas le pouvoir de faire ça. Okay. Dans l'intérêt de la diversité langagière et culturelle, pourquoi les Africaines devraient-ils ou elles pas être encouragés à utiliser leur langue nationale plus tôt dans ces institutions officielles qui profitent de l'usage du français aux Nations Unies, à l'UNESCO, etc. Ce n'est pas les États africains. Pourquoi les États africains ne sont-ils pas encouragés à choisir des langues officielles autochtones et à fonctionner linguistiquement comme l'Union européenne ou la Suisse? On peut parler plusieurs langues
avoir une langue officielle qui n'est pas comprise par la majorité de la population, dans la plupart des cas, va à l'encontre d'une politique inclusive et démocratique. C'est justement ce que l'OIF promeut. Mais quand il s'agit de la langue française, l'OIF ne peut pas respecter ce principe d'inclusion. J'ai déjà parlé de la proportion des locuteurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je l'ai discuté aussi pendant les cours. Alors maintenant, on va poser d'autres questions. Pourquoi les diplomates européens et européennes francophones ne doivent-ils ou elles pas apprendre des langues nationales africaines avant ou pendant leur mandat en Afrique, alors que l'inverse est requis pour les diplomates africains? Où se trouve l'égalité au sein de l'OIF? Toutes les langues sont-elles statutairement égales au sein de l'OIF? Dans l'intérêt du partenariat, les réunions de l'OIF sont-elles multilingues? Okay. Évidemment non, parce que l'OIF réunit des États qui ont le français comme langue en partage ou comme langue commune. Notez qu'une partie de 54 États ou gouvernements membres de l'OIF ne sont pas francophones, comme le Cambodge, la Bulgarie, le Cabo-Verde, la Moldavie et ainsi de suite. Okay. Donc, avant de parler de langues partenaires, il faudrait voir dans quelle mesure ces langues partenaires reçoivent aussi un bon service de l'OIF pour leur propre maintien et pour un meilleur statut dans leur propre pays. Le recrutement des pays partenaires dans le combat pour le français peut être représenté par une adaptation du modèle gravitationnel de la coexistence des langues dans le monde globalisé, selon Abraham de Swan et Louis-Jean Calvet. Ces deux linguistes, en fait, Abraham de Swan est plutôt sociologue. Oui. Il distingue entre les langues du centre qui ont le plus de pouvoir politique et économique, dont dans les pays francophones africains c'est le français, et les langues périphériques qui ont une puissance négligeable, c'est-à-dire la plupart des langues autochtones, la grande majorité. J'ai ajouté un cercle intermédiaire dans les langues nationales dans le cas de l'Afrique, dont un jour j'ai appris à dessiner et j'ai fait ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je vais expliquer, par exemple, l'anglais est la langue principale des États-Unis et les langues des immigrés aux États-Unis ou au Canada n'ont pas un rôle important à jouer. Alors, le français est une langue importante en France, et dans une partie de la Belgique et une partie de la Suisse. S'il y a autre langue, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais dans le cas de l'Afrique, ce qu'on doit remarquer, c'est que le français occupe une position centrale, parlé par une minorité qui est très forte. Pour les gens qui disent que les langues minoritaires sont toujours en danger, en Afrique, vous trouvez des cas de langues minoritaires qui sont très puissantes. Le cas du français, le cas de l'anglais. Il y a les langues vernaculaires qui sont parlées par la grande majorité de la population et il y a les dites langues nationales au milieu qui font une sorte de pont dans la modernité entre la culture qui se développe en français et la culture qui se développe dans les langues autochtones. Et la culture populaire se pratique dans ces langues-là, et puis on peut ajouter les... Alors, l'idée ici, c'est que pour combattre l'expansion de l'anglais, il faut bien que les locuteurs du français en Europe et les locuteurs du français en Afrique fassent une alliance pour combattre l'anglais. La question, ça va, on peut le faire, mais comment?
il n'y a pas vraiment de réponse. Est-ce que cela doit se faire au détriment des langues autochtones ou des langues nationales? Les pays africains n'ont-ils pas intérêt, si vraiment l'anglais les menaçait, de se protéger contre l'anglais d'une autre façon qu'en promotant le français? Parce que c'est comme j'ai dit, un caméléon reste un caméléon, quelle que soit sa couleur. Que ce soit l'anglais ou le français, pour les Africains, la situation est la même. C'est que s'il y avait vraiment un état de danger pour les langues africaines, ce serait plus intéressant de faire autre chose que de se faire partenaire du français pour combattre l'anglais. Et c'est que les locuteurs d'héritage du français, ou plutôt l'OIF, la plupart des locuteurs du français s'en foutent de ce qui se passe entre ces langues. Mais l'OIF se fait des soucis et on voit que l'OIF promeut une mission et un statut impérial pour le français, mais pas tellement pour les autres langues. Et même en Afrique, quand on dit on encourage l'enseignement en français pour les 3 premières années de l'école primaire, etc., c'est dans l'espoir que plus les enfants apprennent dans leur langue autochtone, plus facile ce sera pour eux d'apprendre une langue impériale que le français est. Ok, je vais finir bientôt. La survie de l'Afrique francophone dans le monde globalisé doit-elle être dépendre de l'usage du français seulement? Ou l'Afrique francophone doit-elle continuer à travailler au succès de l'Empire? N'y a-t-il pas d'autres stratégies pour maintenir le statut du français comme lingua franca mondiale? Pour répondre à cette question, il faut chercher à comprendre pourquoi l'expansion de l'anglais a si bien réussi et pourquoi la croissance économique de la Chine pourrait ne pas avoir les mêmes conséquences pour le mandarin. Et demain, je vais parler justement du phénomène chinois. Si le mandarin menace l'anglais impérial, le français impérial ou autre chose. Et la raison sera, je ne pense pas que cela soit dans un proche avenir, si ça va arriver. OK. Alors, je vous remercie.